Donc, toutes ces petites, ces pop d'idées, ces choses qui nous arrivent mentalement, et ça nous arrive, tu sais, on décide pas là que là, on fait notre 9 à 5, puis là, à 5 heures, ça y est, là, on se dit, ah, ben là, je vais penser à mes tâches ménagères. Non, c'est quelque chose qui nous reste en tête souvent, qui reste en tête en background, qui occupe notre esprit. Puis là, pendant notre heure de lunch, pendant nos pauses, là, soudainement, on a des éclairs de fumée, des éclairs d'idées. Puis là, on se dit qu'il faut qu'on agisse sur quelque chose qui a rapport à notre maison. Est-ce qu'on doit changer le char de place parce qu'il y a eu une bordée de neige, etc. T'sais, des choses comme ça que on dirait qu'on n'est jamais vraiment complètement libéré de ce travail mental qui est fait en amont et ensuite qui permet au ménage de bien fonctionner. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je sais pas, je sens que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé one-on-one, mais aujourd'hui, on a un beau sujet, un sujet qui devrait parler probablement à toutes. Et c'est le sujet de la charge mentale. Ça fait longtemps que je veux écrire, que je veux parler du sujet de la charge mentale, parce que personnellement, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, considérant que, bon, j'ai 33 ans maintenant, là, mais j'ai découvert ça à peu près il y a 3-4 ans. Il y avait eu un fil de conversation sur Reddit qui était devenu viral. Et ça s'appelait Emotional Labor. Et puis, ils ont sorti les bouts de conversation les plus éloquentes, dans le fond. Ça a fait un bon 45 pages que j'ai lu et imprimé et que j'ai fait lire à mon conjoint. Et quand c'est ça m'a comme ouvert les yeux, ça a été comme une espèce de révélation pour moi quand j'ai découvert ce terme-là de emotional labor, de charge mentale, pour réaliser pourquoi je me sentais tout le temps tellement occupée, tellement débordée, assaillie de travail, que j'avais l'impression que ça avançait pas, puis que j'avais une charge que les autres n'avaient pas, que je devais tout le temps être devant des besoins qu'il y avait autour de moi et tout ça. Et quand j'ai découvert ce terme-là, ce concept-là, j'ai fait « wow », je suis pas tout seul premièrement, c'est pas un problème qui m'atteint juste moi, et c'est quelque chose de très genré, de très féminin, qui explique beaucoup de choses sur pourquoi on n'est pas 100% dans notre business, on n'est pas 100% focusé sur notre travail bien souvent, parce qu'on a la tête bien souvent dans ce deuxième shift, comme on appelle, et qu'on doit s'occuper de toute cette charge mentale qui est pas prise instinctivement par nos conjoints, par les hommes qui sont autour de nous, par les gens qui sont autour de nous. Je vais commencer par bien définir le terme de charge mentale parce que je considère qu'il y a beaucoup de confusion, de mauvaise représentation de ce que ça veut dire exactement la charge mentale. J'ai regardé un petit peu, j'ai lu des articles, naturellement, j'ai lu la BD de Emma, qui est une BD quand même assez connue, que je vais mettre dans les liens de cet épisode, elle a vraiment réussi à bien illustrer c'était quoi cette charge mentale. Mais en gros, la charge mentale, c'est tout ce qui implique la gestion quotidienne du foyer, les tâches, la gestion quotidienne, dans le fond, de la maisonnée, là, du foyer, là, de tout ce qui est autour de bon, j'ai terminé ma journée de travail, maintenant je retourne chez moi et là je commence ce deuxième chiffre de travail dans lequel je dois planifier, réfléchir, aller chercher des choses, mettre en branle des projets, etc. Et
c'est une tâche cognitive extrêmement importante. On appelle ça, la double journée. Et ça donne que bien souvent, c'est les femmes qui se retrouvent à consacrer la majorité du temps à ce deuxième chiffre ou du moins à cette double journée. Et naturellement, tout ça, c'est du travail non rémunéré qui est quand même un poids dans l'énergie, dans le focus qu'on a à mettre sur notre entreprise, sur notre développement professionnel, ou même juste sur la régénération de notre énergie, juste sur le fait de revenir à soi puis de prendre du temps pour soi. Donc, c'est pas une question de dire que les hommes, ils arrivent chez eux puis ils font rien, c'est vraiment juste que eux, dans leur tête, ils n'ont pas cette espèce de partage, de focus sans cesse entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au travail. Je vais faire mon petit disclaimer juste pour dire que je veux pas généraliser tous les hommes. C'est pas parce qu'il y a un homme qui le fait que tous les hommes sont comme ça. On essaye de vraiment aller chercher des tendances qui sont plutôt sociologiques, des tendances qui ont été observées dans la société. Et c'est pas parce que vous dites, moi, mon homme, il fait tout à la maison, que ça n'existe pas, la charge mentale, et je serais même prête à vous demander, à vous challenger, de vous questionner à la fin de cet épisode, à savoir si oui ou non, vous êtes suffisamment, j'utilise le terme lucide, mais c'est pas nécessairement ce que je veux dire, ça peut avoir l'air un peu judgmental, mais c'est pas exactement ça que je veux dire parce que je pense que vous êtes très lucide, mais de vraiment vous questionner, est-ce que j'ai pas assumé cette charge mentale pour quelque chose qui va de soi? Et est-ce que le partage est réellement équitable? Et est-ce que je vois pas une différence? Là, je vous dis déjà, moi, personnellement, je veux dire, on a eu des longues conversations avec mon mari maintenant, on a même eu des chicanes à ce sujet-là, puis tu sais, c'est quelque chose que, c'est ongoing, c'est quelque chose que on doit constamment garder à l'esprit, qu'on doit constamment discuter pour remettre en lumière certaines inégalités qui peuvent s'introduire dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de notre couple, dans le fonctionnement de notre quotidien, qui est la circonstance d'années de comportements genrés, de comportements hommes-femmes dans un foyer, tu sais, les choses qu'on a vues chez nos parents, des choses qu'on a vues à la télévision, des choses qu'on a lues dans des livres, dans les journaux, à la télévision. Donc, toute cette influence sociale-là, on peut pas complètement s'en extirper, puis juste se demander où est-ce que j'en suis avec ce cheminement-là, et juste être honnête, et être honnête avec soi-même, être honnête avec son couple. Puis c'est pas que personne veut mal faire, c'est juste que les choses sont ainsi maintenant, puis est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour mettre un peu plus de focus sur mon temps, sur moi en tant que femme, mais aussi sur mes obligations qui pourraient être autres que ce qui est autour du foyer. Donc, une des distinctions qui est vraiment importante pour moi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en posant la question à ma communauté sur Instagram, à savoir, tu sais, comment vous vivez la charge mentale. Puis bien souvent, j'ai eu des réponses qui me disaient « Ah non, mais moi, mon chum, mon mari, mon conjoint, on divise très bien les tâches à la maison. » Et la charge mentale, c'est pas une question simplement de division des tâches. C'est pas simplement une question de qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, avec notre temps. La charge mentale, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, une tâche cognitive. C'est-à-dire que il y a une personne dans le ménage, puis là je vais dire bien souvent la femme, qui va devoir penser aux tâches, planifier les tâches, anticiper les tâches, faire un peu la gestion, comme un véritable gestionnaire de projet, de qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a un rendez-vous à prendre au dentiste? Est-ce que les vêtements de mon bébé sont rendus trop petits? Est-ce qu'on doit switcher de la formule au lait? Là, je vous donne plein d'exemples de maternité parce que c'est ma réalité puis c'est ce qui me vient en tête, là. Mais ça peut être aussi des choses en lien avec les finances, avec notre hypothèque doit se renouveler dans quelques mois, il faut qu'on contacte le courtier hypothécaire, ou des choses comme ça. Donc, toutes ces petites... ces pop d'idées, ces choses qui nous arrivent mentalement, et ça nous arrive, tu sais, on décide pas là que là, on fait notre 9 à 5, puis là,
à 5 heures, ça y est, là, on se dit, ah, ben là, je vais penser à mes tâches ménagères. Non, c'est quelque chose qui nous reste en tête souvent, qui reste en tête en background, qui occupe notre esprit. Puis là, pendant notre heure de lunch, pendant nos pauses, là, soudainement, on a des éclairs de fumée, des éclairs d'idées. Puis là, on se dit qu'il faut qu'on agisse sur quelque chose qui a rapport à notre maison. Est-ce qu'on doit changer le char de place parce qu'il y a eu une bordée de neige, etc. Des choses comme ça que on dirait qu'on n'est jamais vraiment complètement libéré de ce travail mental qui est fait en amont et ensuite qui permet au ménage de bien fonctionner. Tout cette espèce de travail mental qui est fait en amont et ensuite qui permet, oui, de déléguer les tâches, mais c'est comme un bruit, c'est comme une charge. Ben, en fait, c'est une charge qui nous poursuit et qui fait qu'on peut pas être 100% focus sur ce qu'on fait sans avoir à réfléchir à toute la planification qui vient après. Donc, c'est pas une question simplement d'agir. Et si c'était juste d'avoir la charge mentale et puis qu'on avait un mari à la maison qui serait 100% exécutant, ben là, ça serait d'autres choses aussi. Mais l'affaire avec la charge mentale, c'est que le partage des tâches ménagères, c'est que la charge mentale revient à la femme ou à une personne qui est capable de voir le big picture, qui voit ce qui s'en vient, qui anticipe. Et ensuite, les tâches sont divisées équitablement, probablement, ou le plus possible, qui sont partagées entre les deux personnes. Donc, il y a quand même une personne qui prend beaucoup plus du travail en faisant le travail de préparation, le travail de planification, le travail d'évaluation. Et c'est ça exactement qu'on signifie quand on parle de charge mentale, et non seulement le partage des tâches ménagères. J'ai lu quelque chose de super intéressant. Bon, peut-être je vais vous en parler juste après, là, le profil type de ceux qui vont être vraiment affectés par la charge mentale. Mais une des choses aussi qui est flagrante avec cette charge-là, naturellement, c'est que ça évolue à travers le temps. Et moi, je l'ai très bien vu quand je suis tombée enceinte et puis là, soudainement, il y avait tout un nouveau monde de nouvelles choses à prendre en considération. Et par défaut, ou peut-être instinctivement, c'est moi qui l'ai pris sur moi. Puis là, je vous donne un exemple pour que ça résonne un peu plus avec vous. Je vais vous reparler comment j'en suis arrivée à la charge mentale parce que quand on a lu ce document de 45 pages que je vous ai dit que pour moi a été une révélation, j'ai demandé expressément à mon conjoint, là, c'était pas mon mari à ce moment-là, de le lire. Parce que ça représentait beaucoup des choses que j'arrivais pas à mettre en mots, des raisons sur pourquoi je me sentais pas tout le temps suffisamment supportée. Puis on se rappelle qu'au moment où je lisais ça, ça faisait seulement quelques mois que j'avais commencé Mtamarc, je venais de commencer une nouvelle job, aussi à Concordia, et ça faisait pas si longtemps que ça qu'on avait déménagé dans mon nouveau condo, et je déménageais avec mon chum qui c'était quand même assez nouveau. Donc, il y avait beaucoup de changements dans ma vie. Et puis, quand j'ai lancé Mtamarc, j'ai dit, je vais avoir besoin que tu me supportes. Et au début, la façon dont il me supportait, c'était beaucoup de me demander qu'est-ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Mais là, c'était moi qui devais déterminer qu'est-ce que je voulais qu'il fasse exactement, comment le faire. Et, tu sais, j'étais pas encore super à l'aise non plus pour déléguer. Puis là, je vous renvoie à l'épisode numéro 33, celui que j'ai enregistré la semaine passée avec Josiane Morinville sur comment apprendre à déléguer. Ça pourrait être intéressant à écouter en parallèle avec cet épisode, avec la discussion qu'on a aujourd'hui. Bref, petit aparté. Donc, ça avait créé des tensions, ça avait créé des frustrations où je sentais qu'il fallait que je gère tout ce qu'il fallait, tout ce qui était dossier hypothécaire, qui était fonds, notariat, inspection du bâtiment. Là, ça a donné que je m'étais mis aussi sur le conseil d'administration. Bref, on va parler aussi de la charge que nous, on se met, puis des attentes qu'on se met aussi, puis qu'on est peut-être irréaliste là-dedans, mais revenons à mon histoire. Donc, quand je lui ai fait lire l'article, ça a pas trop bien passé au conseil, mettons. Ça avait été un petit peu... je pense que j'aurais dû peut-être l'inviter sur l'épisode pour qu'il nous en parle de premier ordre, mais mon mari, mon conjoint, s'est senti critiqué, il s'est senti qu'il faisait pas assez, puis surtout qu'il se sentait critiqué pour quelque chose qu'il ne comprenait
faisaient pas, qui ne comprenaient pas tant, pour lesquels il n'y avait pas nécessairement le réflexe de réfléchir à ça, qui venait pas instinctivement. Puis là, je me rappelle un exemple dans le document, c'est de dire, tu sais, comme par exemple, « Hey, c'est la fête de ta mère, faudrait lui acheter un cadeau puis une carte de fête. » Tu sais, c'est le genre de petite affaire qui a l'air niaiseux, qui a l'air de rien, mais tu sais, peut-être que acheter ce petit cadeau-là, cette petite fête-là, ce petit soulignement-là pour ta mère, tu sais, c'est même pas la mienne, là. Tu sais, c'est des choses qu'on fait, c'est des petites pensées qu'on a, puis c'est des choses qui permettent aussi de garder la cohésion dans la communauté. Puis c'est quelque chose que nous, les femmes, on a pris sur nous, puis on dirait qu'on a désappris aux hommes de se responsabiliser par rapport à ces petits gestes-là. Puis là, c'était un petit exemple un peu... en tout cas, un peu... qui a l'air un peu... futile, mais c'est quand même important parce que tout ce tissu social-là aussi, le tissu communautaire qu'on crée en faisant des petits gestes, ça fait partie de la charge mentale et de la charge émotionnelle qu'on prend pour la communauté en général. Puis c'est la raison pourquoi les femmes, justement, sont souvent celles qui vont organiser les parties, qui vont organiser les soupers de famille, qui vont organiser les fêtes. Et cette charge-là, ben naturellement, ce travail-là, il est pas payé et il est pas reconnu non plus. C'est comme quelque chose qui va de soi. Alors que c'est du travail, ça prend du temps à organiser un anniversaire, ça prend du temps à organiser le party de Noël, ça prend du temps à demander aux gens comment ils se sentent, de garder les liens avec ses amis, de se dire ça fait longtemps que on n'a pas vu telle personne, faudrait les inviter à souper. Tout ça, c'est de la charge mentale. Alors, finalement, on a réussi à trouver une dynamique où on se sentait bien dans la façon dont on divisait justement les tâches à la maison, même si je crois que je gardais quand même le lead, je gardais quand même l'initiative dans la gestion générale de nos choses, du domicile du moins. Mais là, quand je suis tombée enceinte, puis quand on a commencé à avoir... quand j'ai accouché, là vraiment, j'ai vu la différence de ce que je me mettais en plus sur les épaules, et même là, même encore aujourd'hui, il y a des choses, bon, j'ai lâché prise sur plusieurs choses, mais il y a des choses que je vois qui sont pas du tout instinctives dans la façon de réfléchir de mon conjoint. Puis comme par exemple, moi, tout ce qui était la maison, non, pas la maison, la chambre de ma fille, chercher les draps bio, faire la liste pour le shower, pour le registre de bébé, tu sais, quel était le matelas qu'on voulait, comment j'allais aménager sa chambre, enlever les meubles qui étaient en trop, tu sais, c'est sûr que là, moi, je suis rentrée dans un mode trop perfectionniste de la nouvelle maman, ce qui est pas nécessairement quelque chose que je veux encourager, et je l'ai reconnu chez moi aussi. Bon, j'ai dealé avec, mais ça fait que souvent, c'est cette pression-là qu'on se met en tant que femme aussi, de satisfaire des attentes, soit qu'on se met nous-mêmes ou qu'on pense que les autres mettent sur nous. Puis, tu sais, là, dans ma tête, c'est peut-être que j'ai entendu, mon conjoint, ou que c'est moi qui me suis mis ça dans la tête moi-même, mais là, je voulais que tout soit soudainement organique dans les vêtements de ma fille, je voulais avoir la meilleure de chaque catégorie de choses que je devais acheter, quasiment quand on a dû choisir la formule, on a dû faire un comparatif lait de chèvre, lait de vache, tu sais, est-ce que ça a été fait dans quel pays, c'est quoi les... en tout cas, bref. Donc, le seuil de charge mentale, ça dépend naturellement de chaque personne et de ce qu'on veut aussi se mettre sur les épaules. Puis je pense que définitivement, tu sais, quand il y a des enfants qui rentrent dans l'équation, ça devient une toute autre game. Et là, c'est comme si, tu sais, demande à la maman. Et j'ai remarqué ça aussi dans mon entourage. Souvent, c'est à moi qu'on va demander. C'est moi qu'on va être la personne par défaut à qui on va demander. Exemple, ma belle-mère va tout le temps me demander en premier si je veux qu'elle achète quelque chose pour ma fille. Puis là, j'ai commencé à dire, demande à ton fils, tu sais, c'est lui qui va prendre la décision, communique avec lui. Puis c'était tout le temps moi qui devais donner mon veto, c'était tout le temps moi qui devais lire un courriel de plus, évaluer un nouveau produit que quelqu'un voulait donner à ma fille, réfléchir à une nouvelle... je sais pas moi, suggestion que quelqu'un allait faire, si bien que
j'étais tout le temps en mode décision aussi, puis je pense que c'est comme un quoi qui vient aussi pas juste de nous, mais de la société en général, parce qu'on voit la femme, puis on dit « Ah, c'est elle la boss du ménage, c'est elle qui prend les décisions dans le ménage, donc c'est à elle qu'on va s'adresser par défaut. » Ce que je trouve ironique, parce que, tu sais, c'est moi qui m'occupe des finances, mais j'ai encore des appels sur mon cellulaire qui demandent à parler à mon mari quand vient le temps de renouveler des hypothèques, alors que c'est moi qui prends ces décisions-là, en général, ou du moins on les prend ensemble. Donc, il y a ce sexisme-là qui est quand même intégré dans plusieurs corps de métier et dans la société en général, qui fait qu'on va dire, tu sais, OK, il y a un brunch qui est organisé chez toi, on va demander à la madame, on va demander à la femme du foyer, qu'est-ce que tu veux qu'on apporte? Est-ce qu'il faut que ça s'habille d'une certaine façon? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Puis là, ils t'appellent, ils prennent de ton temps, de ta soirée, de ton matin que tu avais peut-être planifié pour faire d'autres choses. Puis là, tu dois gérer toutes ces requêtes-là, toutes ces demandes-là. Bref. Donc, les attentes sociales, ça, c'est super important quand même à garder en tête, à réaliser. Puis quand je reviens avec mon exemple sur ben là, il faut que mon bébé il soit habillé bio, il faut qu'il boive du lait de chèvre, blablabla. Ben ça va aussi par rapport à mon propre statut social, mes privilèges aussi dans la société. Mais c'est quoi le poids aussi qui est associé à cette communauté à laquelle je m'identifie? Un des gros indicateurs que la femme porte la charge mentale, puis c'est ça qu'il y avait dans la BD de Emma, c'est de dire « Hey, dis-moi juste quoi faire, puis je vais le faire, puis je vais t'aider. » Puis ça, c'est vraiment le trigger, c'est vraiment la petite phrase qui souvent va nous réveiller ou qui va nous enrager, ou du moins ça va venir chercher cette sensibilité-là, de dire « Est-ce que tu vois pas que j'ai les mains pleines, que je suis en train d'essayer de jongler entre 3 dossiers, entre une visite pour un condo, pendant que je suis en train de faire à manger pour ma fille, que j'essaie de lui donner à manger, qu'elle pleure dans un coin parce que... Puis en même temps, j'essaie de gérer ma business parce que j'ai eu un appel client dernière minute. » Tu sais, est-ce qu'il faut vraiment que je te dise quoi faire? Est-ce que tu peux pas prendre une initiative pour aider dans la maisonnée, à être autonome à travers tout ce qu'il y a à faire dans la maison? Tu sais, prends le lead. Je suis pas sergent-major ici, tu sais. Puis souvent, ce que j'ai remarqué dans la résistance à ça, c'est « Ouais, mais je veux le faire comme tu veux que je le fasse, puis je veux pas faire quelque chose de pas correct. » Puis donc, il y a cette espèce de aussi infantilisation des autres, probablement à travers notre application ou notre prise vraiment serrée de la charge mentale. C'est qu'à quelque part aussi, on veut pas la laisser aller. Puis on veut que les choses soient faites selon nos standards, selon nos conditions. Puis là, c'est ça que je lisais, il y a une psychiatre qui s'appelle... j'essaie de trouver son nom ici. Elle s'appelle Aurelia Schneider, qui disait qu'il y a un type de personnalité, il y a un profil type de la personne qui va être assaillie par la charge mentale. Puis c'est les profils types anxieuses, perfectionnistes et qui ont besoin de contrôle. Et je trouve ça drôle parce que bien souvent, je rencontre beaucoup de femmes qui vivent avec ces trois choses-là, avec l'anxiété, le perfectionnisme et le besoin de contrôle. Et je dois dire que jusqu'à un certain seuil, moi aussi, tu sais, je vis avec ça, et que ça, c'est sûr que ça exacerbe la charge mentale qu'on prend parce que, tu sais, justement, on veut que les choses soient faites d'une certaine façon, on n'est pas capable de laisser libre cours aux autres façons de faire, et à cause de ça, ben, on s'épuise, on fait des burn-out, on n'arrive pas à réaliser nos objectifs, on est malheureuse, on est stressé, puis bien souvent, ben, ça va être nos proches, ça va être nos ambitions professionnelles qui vont souffrir. Quand j'avais demandé les avis à propos de la charge mentale dans les foyers, il y a Stéphanie Forgue qui m'avait envoyé tout plein de réflexions super pertinentes, super intéressantes, qui disait que pour elle, le moment que ça a vraiment switché, c'est quand elle a commencé à lâcher prise. C'est quand elle a commencé à dire « OK, check, je ne peux pas tout faire. Faut que j'arrête de m'en mettre autant dans mon assiette. » Et ça, c'est extrêmement vrai, parce que je pense que la conversation sur la charge mentale, ça doit commencer, oui, par une conversation avec son conjoint. Écoute, il y a ça pour lui dire « Écoute, il y a ça qui existe. Comment ça s'applique à nous dans notre couple? Est-ce que je peux prendre vraiment ce terme-là, puis comprendre comment est-ce que moi, je le vis? Comment peut-être je prends peut-être un peu plus de certaines façons.
Et sans nécessairement dire, bon, tu fais pas assez ou tu t'es misogyne parce que tu prends pas la charge mentale, mais vraiment être ouvert puis se dire, tu sais, peut-être que si c'est le cas de tellement de femmes autour du monde, est-ce que c'est le cas de moi dans mon couple et comment est-ce qu'on peut adresser ça ensemble? Nous, personnellement, après avoir cette conversation-là qui était difficile au début, qui a duré quand même plusieurs mois, on a commencé à voir comment est-ce qu'on pouvait déléguer des tâches, mais aussi la responsabilité cognitive. Puis là, ça revient un peu à ce que Tiffany disait, puis aussi ce que je disais dans un autre épisode de podcast dans lequel je parlais des services dont je ne me passe pas en entrepreneuse. Ben, on a réalisé que, tu sais, par exemple, pour l'histoire du ménage, on avait des seuils de tolérance différentes, mais pour nous, le ménage, il fallait que ce soit fait, mais pas au détriment de la bonne humeur ou de la bonne relation entre nous. Donc, ce qu'on a retrouvé, c'est comme, OK, regarde, ça va nous coûter 50, 100 $ par semaine, peu importe. On va engager une femme de ménage. Tu sais, puis ça va être réglé. On n'aura pas à y penser. On va savoir que, tu sais, elle va venir à toutes les 2 semaines, puis qu'elle va faire le ménage, puis ça va être fini, là. Puis après ça, si on peut l'enlever de notre bucket, on peut l'enlever du fond de notre esprit. Puis des choses qu'on doit discuter ensemble. Même chose avec notre épicerie. On fait notre épicerie une fois par semaine, on la fait livrer et on sait qu'on doit passer à travers ce processus-là ensemble, mais si quelqu'un oublie quelque chose dans l'épicerie, ben c'était pas de ma faute, là, c'était pas à moi à dire de qu'est-ce qu'il fallait mettre dans l'épicerie, c'est ta responsabilité. Et puis, il y a personne qui doit aller plus à l'épicerie que l'autre ou réfléchir à ce qu'on va manger plus que l'autre. L'autre chose aussi, c'est qu'on a commencé à partager nos agendas pour savoir qu'est-ce que t'as toi professionnellement dans ta journée, qu'est-ce que j'ai moi, est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on peut justement revenir ensemble puis gérer un peu la maisonnée ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est que tous les dimanches, on a un meeting hebdomadaire pendant la sieste de ma fille et on discute des grands projets qui s'en viennent, on discute des choses qui s'en viennent. Puis c'est là qu'on dit « Hey, notre fille va avoir 1 an, est-ce qu'on fait un party de fête? Qui va s'en occuper? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on distribue les tâches? Nanani, nanana. » Et j'avoue que c'est encore moi qui généralement amène les choses qui s'en viennent, qui anticipe, mais au moins en sachant que je le mets dans nos notes de meeting, par exemple, puis que là, je dis « Regarde, il y a tout ça à faire. » Par exemple, quand ma fille a commencé à manger solide, j'ai dit, tu sais, moi, je l'allaite encore, je m'occupe du lait, whatever. Toi, maintenant, fais toute la recherche qu'il y a à faire sur comment intégrer la bouffe solide, qu'est-ce qu'il faut manger, puis c'est toi qui t'occupes de pas de son épicerie, mais de s'assurer qu'il y a tout le temps de la bouffe solide et qu'elle va progresser à travers ça, puis ça, c'est ta responsabilité. Puis personnellement, c'est sûr qu'au début, j'étais comme « Hey, mais là, elle mange pas assez de ci, elle mange pas assez de ça, il faudrait qu'on lui donne ci, il faudrait qu'on lui donne ça. » Puis à un moment donné, j'ai comme fait « OK, il faut que moi, personnellement, je fasse mon effort aussi, puis que je lâche prise, parce que ça, c'est le dossier à mon chum, puis je m'en mêle pas, parce que sinon, je vais me mêler de tout, puis tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on essaye d'éviter. » L'autre chose que Stéphanie aussi, et que je suis super d'accord, c'est de mieux utiliser son agenda puis de réaliser qu'on s'en met bien souvent trop. Il faut comprendre qu'on a une charge mentale. On peut pas s'en sortir, on peut pas s'en sortir, on en a une, les hommes en ont une, tout le monde en a une. Là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on s'en met trop dans la journée? Puis souvent, on s'en met trop parce qu'on prend pas en compte ce travail-là qui est en extra, ce travail invisible. Puis là, moi, j'utilise le Full Focus Planner, puis là, je mets mes 3 objectifs, puis à la fin d'une semaine, je fais ma planification pour la semaine qui s'en vient, je prends les grands projets que je veux faire, les objectifs que je veux atteindre, et chaque jour, je mets mes objectifs à atteindre et je crée le reste de ma liste de tâches. Mais je ne planifie pas simplement ce qui est professionnel dans mon agenda. Je mets aussi tout ce qui est personnel, comme par exemple... là, on est en train de magasiner un condo. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie de magasiner une propriété, surtout si tu veux vendre la tienne. Il y a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de petites étapes à accomplir. Et donc, je sais que je peux pas me booker extrêmement beaucoup professionnellement avec parce que ce mois-ci, parce qu'il y a ce gros projet en background qui fait partie de ma vie personnelle et qui a lieu en background, qui fait pas partie de ma business, qui fait pas partie du travail de mon chum, mais qui a besoin de sa place.
Et de cette façon, en lui laissant de la place dans mon agenda, je m'assure aussi que je me surcharge pas trop. Donc, c'est vraiment une question de mindset, c'est une question de revoir les attentes qu'on a de nous-mêmes. Tu sais, c'est pas obligé d'être que la maison soit spick and span parce que la grand-mère va venir pendant 10 minutes pour chercher notre enfant. Tu sais, c'est sûr que encore une fois, c'est une question de seuil de tolérance, mais c'est aussi une question de se dire, j'ai pas besoin d'atteindre la perfection parce que premièrement, pour qui, tu sais, puis deuxièmement, à quoi ça m'amène? Puis ça, c'est une autre conversation que j'aimerais avoir avec vous éventuellement, de savoir c'est quoi être perfectionniste versus avoir de hauts standards, parce que je pense qu'il y a beaucoup de perfectionnistes qui se cachent derrière « mais oui, mais j'ai des hauts standards ». Puis oui, ça sonne bien de dire qu'on a des hauts standards, mais c'est où la limite où ça devient maladif, puis c'est à notre détriment. Ça empêche, dans le fond, notre ambition, nos actions de se développer. Donc, on règle le problème de s'overbooker en vraiment apprenant à gérer notre agenda et en gardant les champs de communication très ouverts et en disant, écoute, à la fin de cette semaine, je me sens vraiment débordée, je sens que j'en ai fait beaucoup plus, je sens tout ce poids mental à propos de toutes ces choses qui me trottent dans la tête, puis d'avoir une conversation avec son conjoint, puis vraiment être ouvert, puis dire, tu sais, c'est quelque chose de genré, c'est quelque chose qu'on s'attend des femmes, puis de pas le prendre mal si vous réalisez que vous en avez fait beaucoup plus que nécessaire. Ça se peut qu'il y ait de la résistance, comme je vous ai dit, il y en a eu dans mon couple aussi, mais je pense que si vous êtes avec quelqu'un qui est respectueux, qui vous aime, puis qui respecte ce que vous faites, qui respecte votre vie professionnelle, qui réalise aussi que vous en faites beaucoup à la maison, éventuellement, c'est un apprentissage, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut changer dans les dynamiques aussi. Puis j'espère, tu sais, du moins pour vous, que ça va débloquer vers quelque chose d'encore mieux. Donc j'aimerais ça avoir vos commentaires, vos avis pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous la charge mentale. Puis est-ce que vous êtes capable d'avoir une vision assez honnête avec vous-même pour dire oui, j'en prends quand même plus que ma part. Comment est-ce que je peux essayer de rééquilibrer le tout sans que ça veuille dire que mon mari va commencer à tout faire ou mon chum va commencer à tout faire. Et si vous êtes pas en couple, vous avez aussi cette charge mentale-là, mais vous êtes aussi capable de déléguer. Donc, comment est-ce que vous pourriez peut-être déléguer certaines choses ou du moins mieux organiser votre temps pour pas vous épuiser? Parce qu'au bout du compte, c'est ça le grand danger. C'est ça le grand enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on peut garder de l'énergie pour créer, pour créer, que ce soit une entreprise, une vie professionnelle, un succès à notre image qui va être fait dans la santé, dans la sérénité, dans le bien-être et qui va prendre en compte tous les champs de notre existence en tant que femme. Donc, pas mettre de côté la famille, pas nécessairement mettre de côté la communauté, mais pas non plus mettre de côté le temps passé pour ça, mais pas non plus mettre de côté le temps passé pour soi et notre développement professionnel. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vous entendre sur le sujet. C'est un sujet qui me passionne, sur lequel je pense qu'on n'a pas terminé de discuter. Et si vous avez des commentaires, des questions, des avis, on ouvre la conversation et je suis toujours ouverte à vous entendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et on se dit à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!